bon, il parlera de son parcours peut-être. Et puis, donc après la thèse, il fait un stage, un post-doctoral après la thèse, euh, au sein d'Empirique, sur un projet qu'il va nous expliquer. Et voilà, Philippe, je te laisse la parole. Alors, donc, bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, est-ce qu'il est bien partagé mon écran? Est-ce qu'il, Oui, oui, parfait, très bien. vous êtes Là, bien? Parce non. que, attendez. Ah ben non, là, il a été départagé. Là, Ouais. il faut Est-ce recommencer. que, est-ce que comme ça, elle est bien? Mais le problème, c'est que j'arrive pas. Attendez, jusqu'un instant. On va Oui, juste. là, c'est mieux. Là, il est bien. Il est full screen là. Oui, Mais il est en incompatibilité jusqu'un instant. Je voulais être sûr que je ne vais pas me... Ah, voilà. Là, c'est bien. Là, on va bien? oui, parfait. Parfait, Ça ouais. passe bien aussi? Oui, OK. Bon, c'est toujours difficile de parler après Joe. Et aussi, à la fin de la journée, tout le monde est un peu fatigué. J'espère que vous avez repris un peu les forces pendant l'intervalle. Mais donc, oui, mon parcours, moi, je suis médecin de formation. J'ai fait ensuite une spécialisation en psychiatrie au Brésil, à Rio, d'où je viens. Et ensuite, je suis venu en France, à Paris, où j'ai fait une nouvelle spécialisation en psychiatrie infanto-juvénile aussi, en pédoneurophysiologie clinique. Et ensuite, j'ai commencé ma thèse de doctorat pour comprendre les mécanismes cérébraux de l'apprentissage de la lecture, qu'est-ce qui change dans les cerveaux quand on apprend à lire. Je vais vous montrer deux images là-dessus. Et puis ensuite, je suis parti en Belgique pour apprendre de la neuroimagerie avancée avec des méthodes plus sophistiquées des neuroimagerie qu'on peut voir un peu les types d'informations que chaque région du cerveau elle peut montrer. Et ensuite, je suis venu à Marseille, revenu en France pour les postdocs ici en Péry, et maintenant, je souhaite m'installer à Marseille, si c'est possible. On est en train d'essayer de trouver des postes. D'ailleurs, Joe, j'ai passé la première phase là, je vais être convoqué pour les CNRS. Donc, on va aujourd'hui parler de l'impact de la connaissance de la physiologie du système visuel qui peut être utilisée, c'est une information qu'on peut utiliser pour peut-être optimiser la façon qu'on va enseigner l'apprentissage de la lecture. C'est l'objectif de ma présentation. Je vais essayer de discuter avec vous cette idée. Donc, mes slides sont en anglais. Je suis désolé, mais je vais parler en français. Toutes les questions, on peut discuter en français. Donc, nous, en tant que lecteurs experts, on a cette impression qu'on oublie comme c'est difficile l'apprentissage et comme c'est quelque chose d'arbitraire, ces symboles qui sont les lettres. Et donc, c'est une fois qu'on connaît la correspondance entre les symboles visuels et les sons de langage oral, qu'on peut avoir cette capacité d'entendre avec les yeux. Et c'est vraiment quelque chose qui, une fois que c'est bien automatisé, ça devient fluide, cette capacité d'entendre les mots écrits avec les yeux. Et c'est littéralement le cas avec la lecture. Je n'ai pas inclus des slides pour ne pas faire trop longue, mais c'est littéralement le cas quand on regarde la neuroimagerie. Les sujets qui sont bons lecteurs, ils vont activer les systèmes du langage auditif, ici en bleu. Vous voyez bien ma souris? Et alors que les illettrés,
qui regardent les mêmes mots écrits, ils ne vont pas activer les zones de langage parce qu'ils n'ont pas créé cette connexion entre les lettres et les sons. Et du coup, ils n'ont pas cette mapping, ils n'ont pas cette correspondance, ils n'activent pas automatiquement la région du langage quand ils voient les mots écrits. Alors, juste pour vous montrer que, en fait, plusieurs de ces propriétés de notre système visuel, il vient de façon très ancienne dans notre histoire évolutive. Ils sont présents aussi chez les singes macaques. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a des régions du système visuel, ici en rouge, du singe, qui vont répondre de façon invariante à plusieurs perspectives d'un visage, par exemple, ou d'un objet. Si on tourne à plusieurs perspectives, il y a des régions des plus bas niveaux qui vont de façon hiérarchique. En fait, c'est une organisation très hiérarchique, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a des régions qui vont avoir une représentation abstraite, invariante. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle position de cet objet visuel, les cerveaux vont reconnaître qu'il s'agit de la même personne, qu'il s'agit du même objet. Et on hérite cette capacité visuelle chez l'Homo sapiens. Il présente la même chose, y compris pour des objets culturels comme les lettres. Et on retrouve cette même invariance des représentations de l'objet visuel. C'est-à-dire que les lettres petites et les lettres plus grandes, cette région équivalente du cerveau humain va répondre de la même façon. Une lettre avec même des formes différentes, elle va aussi répondre de la même façon, et même des cases différentes. Ça, c'est plus impressionnant parce que visuellement, sont des choses différentes, mais on acquiert en certaines représentations abstraites de la lettre et le cerveau va répondre de la même façon pour un A minuscule et un A majuscule, alors qu'ils sont visuellement différents. Donc, une autre propriété du système visuel qu'on hérite aussi de l'évolution, c'est cette capacité à répondre aux lettres de façon, c'est la capacité du système visuel à traiter l'information visuelle de façon parallèle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont traitées au même temps, alors que, par exemple, dans les systèmes auditifs, les choses sont traitées de forme sérielle, c'est-à-dire un flux continu des sons qui constituent la parole, c'est sériel. Et les systèmes auditifs, il est prisonnier de la nature même du stimuli auditif. Donc, la parole, le langage parlé, il est sériel, alors que pour les systèmes visuels, les propriétés changent. C'est-à-dire qu'on peut traiter l'information de façon parallèle, ou même temps. Et donc, on a des implications, ça, pour les langages écrits. C'est-à-dire, plusieurs mots, plusieurs lettres peuvent être traitées de façon parallèle chez les lecteurs experts. C'est des travaux, vous connaissez probablement cette célèbre email qui n'importe quel ordre des lettres, le lecteur expert va traiter les lettres en parallèle, va reconnaître les mots. Joe a travaillé là-dessus de façon bien contrôlée en laboratoire. Alors, il y a une nouveauté avec des travaux qu'on a fait avec Jonathan Granger, c'est que ce même principe s'applique même au niveau des mots dans une phrase. C'est-à-dire, je ne sais pas si quand vous avez lu cette phrase, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais l'ordre des deuxième, troisième mots était inversé, était transposé. On a inversé l'ordre. C'est-à-dire qu'on traite aussi certains mots de façon parallèle. Le lecteur expert va très vite. Il peut traiter plus d'un mot à la fois. Et donc, l'idée, on a montré ça en plusieurs études, ce traitement parallèle des mots dans une phrase, chez les lecteurs experts, c'est une réalité. Et l'idée, c'est qu'il y a des modulations de cet effet de transposition des mots qui sont lexicales. Par exemple, si on utilise
des phrases avec des fausses mots, des pseudo-mots, l'effet est plus petit quand on utilise des vrais mots. Donc, il y a un effet lexical de cette transposition des mots, mais il y a aussi un effet syntaxique, c'est-à-dire la syntaxe, elle emporte. Dans une vraie phrase, cet effet de transposition, il est beaucoup plus difficile à détecter par rapport à une phrase où tous les mots sont déjà, dès le départ, scrambled, déjà mélangés. Donc, il y a donc des effets top-down, des effets qui le système va détecter, qui va être influencé par des représentations syntaxiques. Et ces effets sont modulés pour ça. Alors, ce que je voulais vous parler, en troisième propriété du système visuel qui est importante pour la lecture, je vais vous demander, par exemple, si vous connaissez ces images. Vous avez déjà vu au moins un de ces images plusieurs fois dans votre vie? Donc, à part Joe qui a déjà vu ma présentation avant, j'imagine que vous avez eu l'impression que vous avez déjà vu plusieurs fois ces images. Alors, en réalité, c'est la première fois que vous les voyez parce que les images originales sont celles d'en bas. Alors, malgré le fait qu'elles soient complètement différentes au niveau de votre rétine, votre cerveau arrive à reconnaître rapidement, sans effort, ces images inversées en miroir parce que nous avons une propriété qu'on appelle l'invariance en miroir. C'est une propriété du système visuel qui est présente donc ça sont des travaux en imagerie IRM fonctionnelle avec plusieurs types de stimuli et qui à chaque fois on retrouve cette invariance en miroir, on retrouve cette équivalence des images en miroir pour les visages, pour les objets, pour les endroits. Et, donc ça c'est quelque chose d'assez assez robuste chez l'être humain. Elle est présente aussi, encore une fois, chez les singes macaques, c'est-à-dire cette propriété ne date pas d'aujourd'hui, mais probablement de quelque chose comme 25 millions d'années, qui est la date du début, de notre ancêtre commun avec les singes macaques. Et donc, c'est quelque chose de très incrusté dans notre cerveau et qui est présente même chez d'autres espèces animales, donc peut-être c'est même plus ancien que ça, mais en tous les cas, quelque chose de bien enraciné. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant commence à apprendre à lire et à écrire? Très naturellement, il fait des erreurs en miroir. C'est naturel. Ce n'est pas la dyslexie, c'est notre fonctionnement cérébral, normal, physiologique. C'est là, on va produire des erreurs en miroir parce que ce n'est pas important pour les systèmes de reconnaissance visuelle si un objet il est inversé ou pas. Ce n'est pas important. Par contre, pour la lecture, c'est important de reconnaître qu'un B, ce n'est pas un D. Donc, c'est justement l'effort qu'il faut faire avec l'automatisation de la lecture. Et au bout d'un moment, donc, dans les études bien contrôlées, on montre que ça dure quand même 2-3 ans. Les lecteurs experts vont distinguer l'orientation des lettres, comme on a montré, par exemple, ici dans cette étude en IRM fonctionnel chez les lecteurs experts. On va distinguer automatiquement, très rapidement, cette région du cerveau, elle distingue très rapidement l'orientation des lettres, mais elle montre encore l'invariance en miroir pour les autres images, comme ces images iconiques ici. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique pour les lettres, qu'on apprend à inhiber cette invariance en miroir. On a montré que ça se déroule de façon très rapide, encore une fois, avec des méthodes encore plus sophistiquées au niveau des cours temporels, au niveau de la milliseconde. On voit que c'est, avec l'EEG, par exemple, on a vu que c'est avec moins d'1/5 de seconde, les cerveaux
lecteur détecte déjà la différence entre l'orientation des lettres et ça se traduit aussi au niveau comportemental. On a une détection plus rapide dans une tâche comportementale si on lit mieux que si on lit moins bien. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, ça a posé une question. Alors, comment les systèmes visuels qui est aveugle à cette distinction gauche-droite pour les lettres, comment ils apprennent finalement à distinguer B et D? Donc, cette question, je me suis posée et j'ai proposé il y a quelques années un modèle hypothétique, conceptuel, qui essaie d'expliquer que finalement, les systèmes visuels il est aidé par d'autres systèmes neurocognitifs, c'est-à-dire sensoriels, moteurs, qui vont aider à distinguer les lettres en miroir. Alors, les sons B, D, il est un peu différent. Les gestes d'écriture, il est différent aussi pour les B, les D, les P, les Q. Les prononciations, les gestes articulatoires sont différents. Donc, toutes ces informations, finalement, vont pouvoir aider les systèmes visuels à distinguer les lettres miroirs. Donc, c'est ça l'hypothèse que j'ai faite. D'ailleurs, le modèle, quelqu'un a mis sur Wikipédia, à la page littératie, vous pouvez trouver les modèles complets. Ça, c'est un modèle simplifié. Et donc, finalement, le système visuel va distinguer B et D, P, Q, S, Z peut-être aussi. Donc, l'idée, c'est l'interaction avec les autres systèmes qui va aider cette inhibition de l'invariance au miroir spécifiquement pour les lettres. Ça, c'était l'hypothèse. Alors, pour tester cette hypothèse de façon causale, et Joe a bien insisté ce matin, l'importance d'essayer de trouver des dessins expérimentaux qui vont déterminer de façon causale les effets qui ont produit avec une intervention. Donc, moi, j'ai voulu tester cette hypothèse d'une façon maximisée. Donc, j'ai maximisé les mappings entre les systèmes et les systèmes visuels, entre les divers systèmes. D'ailleurs, je inclus aussi des systèmes qui ne sont pas utilisés à l'école traditionnellement, comme les systèmes tactiles. Donc, on écrivait sous la main des enfants. C'était un des entraînements. Je vais vous parler dans un instant. J'ai utilisé aussi un autre système. C'est un système qu'on appelle système dorsal. C'est le système de la perception pour l'action. C'est-à-dire, j'ai demandé aux enfants d'attraper avec la main droite ou la main gauche si c'était un B ou si c'était un D. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on sait que le système dorsal, lui, il y a une représentation gauche-droite très claire. Lui, il sait qu'il faut attraper la cup of tea, comme on dit ça, là, ça m'échappe. Je ne sais pas, la tasse de café, la tasse, avec la main correspondante à la petite partie qu'on peut attraper. Donc, tout ça pour dire que le système dorsal de la vision, lui, il est efficace pour la distinction gauche-droite. Donc, j'ai utilisé ça aussi pour essayer d'apporter l'information aussi, de créer un mapping, de créer un aide au système visuel ventral qu'on appelle, c'est le système de reconnaissance. Parce que lui, le système ventral, il distingue pas gauche-droite. Pour lui, c'est pas important. C'est même un avantage de ne pas reconnaître parce que les choses changent d'angle. Donc, c'est mieux d'avoir une représentation en variante en miroir. Mais les systèmes dorsal, non. Donc, j'ai essayé de maximiser tous les systèmes, apporter la distinction entre les lettres miroirs, B versus D, P versus Q, de façon ciblée. Ça, c'est un autre aspect qui Joe a bien insisté ce matin et je trouve que c'est important d'essayer de construire des choses de façon ciblée pour pouvoir bien étudier un sujet donné
et après pouvoir conclure. Est-ce que ça marche pas? Parce que si on essaie d'étudier tout à la fois, ça marche pas. Ça, c'est pas bien contrôlé, ça marche pas. Donc, j'ai voulu inclure aussi quand on parle apprentissage, on parle système de mémoire. Et là, je me suis associé à un expert en sommeil. C'est un collègue au Brésil, Siddhartha Ribeiro, qui a fait donc des travaux assez innovateurs pour l'apprentissage scolaire en associant des siestes après l'apprentissage. Donc, lui, il avait déjà fait quelques travaux avant en montrant qu'en faisant la sieste après l'apprentissage, on avait une consolidation de cet apprentissage plus importante que si on ne faisait pas la sieste. Et ça, on connaît bien, donc lui, il fait des études de laboratoire, on connaît bien le rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire. Et c'est un autre système que j'ai mis en jeu ici dans cet ensemble de systèmes pour essayer d'optimiser l'apprentissage dès la discrimination au miroir. Donc, l'idée, c'était ça. On a utilisé un dessin qu'on appelle étude randomisée contrôlée. Il y a un standard en médecine, par exemple, on utilise ça pour tester si un médicament, un traitement fonctionne ou pas, si un vaccin fonctionne ou pas. On a toujours un groupe contrôle pour contrôler qu'il n'y a pas, que l'effet qu'on observe, c'est vraiment dû au traitement et pas à d'autres choses. Donc, on avait des groupes contrôle placebo, c'est-à-dire on utilisait un entraînement qui était identique à l'entraînement qu'on faisait avec le groupe expérimental, comme on dit, mais avec une différence critique, c'était que les lettres qu'on utilisait dans les groupes de contrôle actifs, comme on appelait, c'est le groupe placebo, les lettres étaient symétriques. Donc, les X, les A majuscules, donc sont des lettres qui n'ont pas gauche-droite. Donc, on a très bien contrôlé de tous les facteurs psycho-émotionnels qui sont importants. On sait que ça joue un rôle dans l'apprentissage. Et donc, tout ça, c'était pareil parce que imaginez-vous un instant, c'était 30 minutes par jour pendant 3 semaines. On avait des groupes d'enfants, des petits groupes, 8 enfants, 12 enfants, 15 enfants maximum, on a utilisé. Donc, c'était des petits groupes qui, on mettait comme vous pouvez voir ici, on mettait des masques des yeux et on demandait à faire des choses qui étaient totalement pas du tout dans les typiques de l'école. Donc, c'était très différent, très amusante. Ils étaient ravis de venir. Donc, il fallait contrôler ces facteurs-là émotionnels. Donc, on avait ces groupes de contrôle actifs, comme on l'appelle. Et donc, on faisait des tâches. Je peux vous expliquer plus en détail parce que je vois que le temps avance. On peut parler au moment des questions. On peut plus en détail les activités multisensorielles qu'on a utilisées. Et donc, il y avait une consolidation après l'apprentissage pour une partie des enfants qui, on a fait cette consolidation par les siestes après l'apprentissage. Donc, vous pouvez trouver, c'est un open access, les papiers, c'est bien décrit comme on a fait l'entraînement, etc. Donc, on a payé très cher pour que ce soit en libre accès. N'hésitez pas d'aller chercher les papiers en ligne. Donc, il y avait une tâche visuelle de discrimination au miroir. On a testé avant et après l'entraînement. Et donc, juste pour vous montrer au baseline, c'est-à-dire avant tout entraînement, on a vu que les 4 groupes de sujets, chaque boule, c'est un enfant. Et ça, c'est un ensemble des sujets. Donc là, c'est les temps de réponse à la tâche visuelle. Donc, avec quelle facilité un enfant voit que 2 images sont pas la même quand on inverse un miroir. D'accord? 2 lettres
en miroir, est-ce qu'elles sont égales ou différentes? Il faut dire différentes. Combien de temps l'enfant prend pour dire ça? Donc, vous voyez bien que tous les enfants de tous les 4 groupes, ils ont la même moyenne des temps de réponse. Donc, ça veut dire que les groupes contrôle, c'était juste un groupe qui faisait rien. Les groupes active control, c'est les groupes placebo, qui avaient les mêmes entraînements que les groupes expérimentaux, mais pour les lettres asymétriques. Les groupes d'entraînement et les groupes d'entraînement plus sommeil, ici en rouge, ils avaient tous la même facilité au départ à discriminer l'orientation des lettres. Ils voyaient bien, ils répondaient bien, mais ça prenait quand même 2 secondes. OK. Après l'entraînement, donc 3 semaines, comme je disais, en demi-heure par jour, quand on voit 4 mois après, on a aussi des résultats immédiatement après, mais le temps est court. Je vais vous montrer juste les résultats 4 mois après la fin de l'entraînement. Vous voyez que les 2 groupes contrôle, ils sont équivalents. Les groupes entraînement, ils sont un peu mieux. Et les groupes entraînement plus sommeil, ils sont beaucoup plus rapides. C'est beaucoup plus facile pour eux de discriminer l'orientation des lettres. Donc, ça montrait qu'au niveau de la perception visuelle, on a réussi notre objectif. Deuxième aspect qu'on a testé, c'était l'écriture, c'est-à-dire la copie des lettres. Donc là, c'est les enfants CP, je n'ai pas dit, les enfants de 6 ans en moyenne, qui sont au début, au milieu du CP. Donc, ils voyaient la lettre pendant 3 secondes et ensuite, ils devaient copier la lettre avec les yeux fermés pour rendre plus difficile la tâche. Donc, on a fait avec plusieurs lettres et les résultats, du nouveau au baseline, on voyait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc là, c'est les taux d'erreur de la copie des lettres. Vous voyez qu'ils sont très mauvais au départ. Tous les groupes, encore une fois, les groupes sont équivalents. Et 4 mois après, on voit que c'est les groupes d'entraînement, il est déjà beaucoup mieux que les groupes, que les 2 groupes contrôle. Mais les groupes qui a fait l'entraînement plus la consolidation par le sommeil, lui, il est pratiquement parfait. Il ne fait pratiquement pas d'erreur. Et donc, il est en amélioration durable 4 mois après pour l'écriture. Donc, deuxième aspect, perception visuelle, on a amélioré. L'écriture, on a amélioré. Mais le troisième aspect qu'on a testé, c'était la lecture, qui finalement, c'est l'aspect le plus important. Donc, on avait une tâche simple, mais qui est sensible. On a démontré en plusieurs études avant que ça marche bien. C'est simplement lecture des mots et des pseudomots pendant 1 minute. On demandait aux enfants de lire en liste, comme ça, le plus rapidement possible. Et on a vu que, donc là, on a juste les résultats 4 mois après, parce qu'au départ, ils ne savaient pas lire. Et donc, on voit que 4 mois après, les groupes contrôle, ils sont équivalents. Les groupes d'entraînement, peut-être un petit peu mieux, mais c'est vraiment les groupes d'entraînement plus consolidation qui a boosté la vitesse des lectures. Donc, ils sont en train de lire 2 fois plus vite que les groupes contrôle. Et on voit que cette boosting de la vitesse de lecture, de la fluidité de lecture, elle est directement en relation avec la discrimination en miroir dans la tâche visuelle. Donc, le plus rapidement les enfants discriminent en miroir, les plus vite ils lisent. Donc, on a eu un peu d'attention dans la presse par rapport à ces résultats. Ici, dans la presse régionale, la Provence, la lettre de l'AMU, l'université, carnet des sphères, etc. Il y a eu aussi une présentation sur ces travaux à Neurostories 2021 qui est très sympathique. Il y a plusieurs chercheurs, vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs, en tapant Neurostories et mon nom, il y a plusieurs intervenantes qui parlent des 5 sens. C'est très intéressant. Je voulais juste finir pour dire que ce type de recherche, on pourrait
classées dans les cadrans des pasteurs, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont des recherches qui sont à la fois d'un intérêt fondamental, mais aussi pratique, c'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois dans les cadrans des pasteurs. Ici, on pourrait dire que l'équivalence, c'est des recherches fondamentales au laboratoire des neurosciences cognitives, des recherches appliquées à l'école. Mais ce type de recherche, elle est à l'intersection des deux parce qu'il y a un apport à la fois théorique et pratique. Pourquoi théorique? Parce qu'on voit, on a une façon de mesurer la vitesse des plasticités cognitives, c'est-à-dire un mécanisme qui est vieux des 25 millions d'années, peut-être plus, on arrive à inhiber en 3 semaines. Donc, ça montre la vitesse des plasticités cérébrales chez les enfants de 6 ans. Ça, du point de vue théorique, mais aussi du point de vue pratique, peut-être qu'on a intérêt d'utiliser une méthode qui est cost-effective, c'est-à-dire il est rapidement efficace pour résoudre un problème qui difficulte finalement l'apprentissage de lecture fluide. Et peut-être Joe l'a bien parlé, et Anaïs aussi, ils ont évoqué la capacité, l'importance des facteurs déjà antérieurs à la lecture, c'est-à-dire la capacité des langages oral, la capacité phonologique de l'enfant avant même qu'il apprenne la lecture, sont des bases avant d'apprendre la lecture. Et peut-être qu'au moment de cet apprentissage, de décodage de principes alphabétiques, on devrait inclure aussi un apprentissage pour cette inhibition d'invariance au miroir spécifique, ciblée, pour résoudre ce problème, pour que ça puisse améliorer la fluidité des lectures. Et on sait que l'amélioration de la fluidité, elle améliore aussi la compréhension. Donc, une fois qu'on automatise ces mécanismes de décodage, on va comprendre plus facilement les choses et ça va aider, parce que c'est la colonne vertébrale des apprentissages, la lecture, ça va aider dans la scolarité entière de l'enfant. Donc, c'est ce type d'evidence-based education, c'est-à-dire d'éducation basée sur l'évidence, je pense que c'est la bonne voie pour développer des méthodes optimisées, plus efficaces. Donc, pour cette représentation multimodale des lettres, peut-être qu'on devait imaginer aussi qu'il ne soit pas intéressant seulement pour les lettres en miroir, mais peut-être pour toutes les lettres, d'avoir une représentation plus robuste des lettres, donc plus multimodale, en faisant appel à la convergence des représentations de plusieurs systèmes pour la rendre plus robuste. C'est quelque chose que j'ai envie de tester dans les années qui viennent. Et donc, juste pour finir, un autre aspect qu'on n'utilise pas du tout à l'école, comme les systèmes tactiles, c'est par exemple l'odorat. L'odorat, c'est un autre système qu'on a hérité de l'évolution et qui finalement, on le met à côté, on n'utilise pas du tout à l'école, on n'utilise pas dans notre vie pour l'apprentissage. Et c'est peut-être quelque chose qui peut changer la donne complètement parce que l'odorat, c'est un sens qui est très lié à la mémoire. C'est un odorat, déjà anatomiquement au cerveau, ils sont très proches, mais on sait de façon comportementale, tout le monde peut se rappeler d'un événement très ancien par un odorat, par un parfum spécifique, la Madeleine de Prusse, par exemple. Donc, c'est peut-être une clé qui doit être explorée à l'école pour améliorer les apprentissages. Une autre chose que j'ai envie de tester aussi, là, on a testé au CP, peut-être qu'on devait même tester en grande section maternelle pour résoudre les problèmes avant même qu'il devienne un problème. C'est-à-dire, on pourrait régler cette question de l'invariance en miroir avant l'apprentissage de la lecture. En grande section, peut-être même avant. Donc, il y aura probablement un trade-off, c'est-à-dire un ballon entre
entre la maturation et la plasticité cérébrale. Il y a peut-être un âge idéal à trouver là pour ce type d'intervention ciblée, encore une fois. C'est pas un apprentissage de la lecture complet, c'est juste régler un problème de façon spécifique. Et donc, les challenges maintenant, c'est de transformer quelque chose qu'on a fait avec des petits groupes, voilà, 8 enfants, 12 ou 15 maximum qu'on a utilisé, dans une salle réelle, des 30 enfants. Donc, ça, c'est une autre histoire. Il y a toute une dynamique qui est différente. Donc, comment passer du petit groupe expérimental bien contrôlé qu'on a fait à une salle de classe de 30 élèves, c'est une autre histoire, avec l'enseignante qui va passer, qui va enseigner ce type d'entraînement. Et un deuxième aspect, une deuxième étape, je dirais, je crois qu'il faut vraiment passer par cette première étape. Et là, je crois que ce contexte, ce cadre, il est important et il est intéressant de co-construire avec les enseignantes qui sont ceux qui connaissent la dynamique du groupe, qui connaissent comment on pourrait imaginer à transformer les activités qu'on a inventées à des choses qui soient réalisables de façon faisable, dans une bonne dynamique et qui soient intéressantes. Donc, ça, c'est un premier travail de réflexion. Un deuxième travail de réflexion, c'est à partir du moment qu'on a trouvé la bonne formule dans une salle de classe réelle, est-ce que la formation des enseignants à cet apprentissage, une fois qu'on a validé cet apprentissage en petite échelle, est-ce que la formation des enseignantes pourrait être suffisante, pourrait être efficace pour changer l'apprentissage des enfants au moment de l'apprentissage de la lecture. Donc, cela, c'est une deuxième étape. Et donc, j'ai fini. Je voulais juste dire qu'à partir d'un problème, encore une fois, ce que Joe a évoqué ce matin, à partir d'un problème qu'on retrouve dans les terrains, donc cette question des erreurs en miroir, très fréquente, enfin très normale, que tous les enseignants aux grandes sections UCP vont voir. À partir de ce problème, on a étudié la question au laboratoire, on a compris les mécanismes, on a proposé un modèle théorique, on a testé ces modèles théoriques de façon causale et on a vu l'impact que ça peut avoir. Donc maintenant, c'est la question, c'est de transformer cela en quelque chose de faisable dans la vie réelle pour qu'on puisse boucler la boucle. Merci pour votre attention. Super, merci Philippe pour ta présentation. On peut ouvrir des questions. Ce qui semble vraiment important, c'est aussi peut-être avoir… c'est un problème un peu passager, c'est-à-dire tous les enfants ont ce phénomène et tous les enfants, entre guillemets, souffrent de ça. Normalement, au bout d'un an, au bout de 2 ans, c'est réglé. Sauf certains qui ne lisent pas assez, pour des choses et qui en dos, ils ne maîtrisent pas et donc ça devient un obstacle plus important et ça se manifeste. Mais tous les enfants l'ont, donc ça, tout à fait. Mais sous ces propos, je voulais juste préciser une chose. Ce qui serait intéressant, peut-être maintenant, parce que vous avez fait des recherches très sophistiquées qui ne sont peut-être plus à refaire, mais ça sera peut-être intéressant de travailler avec des enseignants du CP pour développer une méthode un peu plus comme un kit, c'est-à-dire quelle sera un peu une formation minimaliste de terrain pratico-pratique, parce que on en a déjà parlé, on va pas mettre en place, on n'est pas en mesure de mettre en place actuellement en France des siestes 4 heures dans les salles de classe de 30, ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de développer une intervention, nous on appelle ça des interventions, donc je parle des enseignements, est-ce qu'il y a quelque chose sur une durée limitée? Donc, est-ce qu'on sera capable de mettre en place le kit de l'enseignant pour lutter rapidement, pour désapprendre dans le domaine des lettres l'invariance de miroir dans combien de temps?
donc dans 10 ans, dans 10 heures. Donc, moi, ce sera ça qui est intéressant et peut-être avec des méthodes, comme tu dis, remplacer le sommeil par une association avec peut-être les odeurs, je ne sais pas, ou d'autres augmentations de sensorialité pour donner un sens à des lettres. Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, si on a deux odeurs et on les discrimine, et peut-être l'odeur peut faire bon, après, c'est sophistiqué, hein, donc ça ne peut pas se faire dans toutes les classes tout de suite, mais c'est un peu ça, vers ça que je vois un intérêt dans le contexte d'empirique et le terrain, de peut-être avoir tu vois, dans l'esprit du démonstrateur, est-ce que tu penses qu'il il y a matière de développer un kit indispensable de combien d'heures pour lutter contre ce phénomène? Oui, donc oui, l'idée c'est ça. L'idée c'est de maintenant faire en parallèle donc des recherches plus fondamentales pour comprendre exactement les mécanismes, quelles sont les choses plus importantes, quelles sont les activités qui ont plus de poids pour arriver à quelque chose de plus minimaliste, enfin, l'essence de cet entraînement qui a produit ces effets qui étaient assez massifs. Et pouvoir donner cette formule-là sous forme d'entraînement, sous forme d'information aux enseignants. C'est justement ça les buts. Juste pour dire un mot par rapport à… En fait, à l'école, les enfants arrivent à régler les problèmes naturellement. Peut-être pendant 1 an, 2 ans, mais la question est, on peut accélérer cet apprentissage avec un attention ciblée. Et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est de faire quelque chose qui… L'école, elle ne fait pas de façon systématique cette distinction entre les lettres miroirs. Et je pense qu'il faut le faire pour régler une fois pour toutes les problèmes parce que ça facilite, ça facilite la fluidité. Donc, ça, c'est un aspect. Pour l'aspect sommeil à l'école, c'est vrai que c'est contraignant. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer en France on devrait parce qu'on a vu l'impact majeur du sommeil sur la consolidation à long terme des apprentissages. C'est vraiment majeur. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer de mettre ça dans toutes les écoles du CP. Donc, il faut chercher des alternatives. Alors, par contre, on avait, à l'époque avant Covid, on avait trouvé des écoles qui étaient prêtes à s'organiser pour ça, Joe. On avait parlé à Karine et il y avait juste une question. Après, il y a eu le Covid. Bon, on a oublié, mais il faut pas complètement exclure. Peut-être qu'il y a certaines écoles qui ont la possibilité de faire et je pense il faut pas négliger. Mais les alternatives, c'est réel justement peut-être d'associer un odorat, par exemple. Alors, tu parlais d'une façon très sophistiquée. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple que ça. Je pense qu'on peut faire simplement l'association d'un odeur à l'entraînement et pas un odeur pour chaque type de lettre. Donc, c'est tout simplement d'essayer de réactiver la mémoire de l'entraînement, de l'apprentissage à partir de l'odorat. Alors, ça, une chose qui a été faite en laboratoire et qui est fait et qui a montré ses résultats, c'était d'associer donc en odeur pendant l'entraînement et ensuite présenter ces mêmes odeurs au sommeil, au soir. C'est-à-dire, la personne avait, dans l'expérience qu'ils ont fait, ils avaient un encens non allumé qu'ils mettaient à côté de son lit et que c'était les mêmes odeurs et que ça suffisait de rappeler pendant les sommeils, parce que c'est pendant les sommeils qu'il est important de créer cette association. Pendant les sommeils, réactiver les traces de mémoire et ça a aidé à consolider mieux. Donc, ce type de choses, j'ai envie de tester et je pense que c'est faisable, ce n'est pas compliqué. Il suffit de trouver des odeurs qui ne soient pas allergènes, des choses simples
mais voilà, qu'on arrive à associer pendant l'entraînement et qu'on emmène à la maison et qu'on mette à côté du lit. Ce n'est pas très compliqué, j'imagine. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est effectivement de passer à la formation, de tester l'impact d'une formation et voir si ça marche concrètement. Parce que les problèmes, juste pour finir, je vous laisse la parole après, je suis un peu bavard là, je me rends compte. Les problèmes des études très large échelle, c'est les contrôles. Il faut essayer de bien contrôler les choses pour être sûr qu'on puisse conclure après. Parce que j'ai vu beaucoup d'échecs des études de très large échelle qui, à mon avis, il y avait des problèmes de contrôle. Donc, je préfère commencer plus petit et augmenter après. Mais voilà, ça, c'est un aspect important. Je vous laisse la parole. Oui, il y a beaucoup de questions dans le chat. Juste pour dire, quand tu dis formation, il ne suffit pas juste de rappeler les bases parce qu'ils sont très intéressants, très étayés, etc. Mais je pense qu'il faudra vraiment réfléchir à… Parce que les enseignants n'ont pas le temps, eux, de comprendre les bases théoriques et après eux-mêmes développer tout un programme et chaque programme est différent. Ce travail doit être fait en lien avec une espèce de toolkit. Tu dois développer un entraînement minimaliste qui est, je répète ce que j'ai dit ce matin, il faut qu'il soit structuré, qu'il soit explicite, qui est guidé. On ne peut pas laisser ce travail et qu'on a un feedback aussi. Tout seul. Donc, la formation, oui, mais il faut qu'elle soit déjà translationnelle. Elle soit déjà travaillée. Donc, rappeler les bases du système visuel et comment ce phénomène se produit, en soi, je pense que ça ne suffit pas. Il faut faire ce pas vers la translation. Donc, c'est vraiment crucial. Donc, il y a des questions dans le chat. Ouais. Odile, tu as la maîtrise? Oui, il y a des questions effectivement dans le chat donc, et des commentaires. La première question très ouverte, avez-vous des pistes de Alieta Nadia, avez-vous des pistes pour traiter l'invariance au miroir à l'école maternelle? C'est justement, c'est ça qu'on veut tester. On veut tester à l'école maternelle si ça marche. Parce que comme on a fait des choses très simples, très simplifiées, moi je vois bien un enfant en grande section très facilement, même en moyenne section, à la limite même en fin des petites sections qui ont des siestes déjà. Ça j'ai envie de tester si jamais il y a des partenaires qui ont envie de… Parce que l'avantage de la petite section, c'est qu'ils ont des siestes. Certaines écoles, même en moyenne section, ont des siestes. Donc, on pourrait tester avec les siestes qui sont déjà organisées sur place. La petite section, ils apprennent pas les lettres et les sons. Donc, c'est… Ouais, mais justement, on pourrait apprendre 4 lettres. Ce n'est pas compliqué. B, D, P, Q, ce n'est pas un apprentissage majeur. C'est simple. Hein. Le B et D, c'est tellement proche. D'accord. Et là… le micro est ouvert. Philippe qui interroge justement sur la sieste, je posais la question, est-ce mercredi, est-ce une question de quantité de sommeil suffisante ou de sieste? Il y a une limite, effectivement. Mon collègue Siddhartha Ribeiro, il avait bien montré dans d'autres travaux qu'il faut au minimum de 30 minutes pour les enfants pour qu'il y ait une consolidation significative. Donc, on sait que pour les enfants, en tout cas, les micro-siestes, j'ai vu aussi en question de chat là, les micro-siestes, ça ne marche pas pour les petits enfants. Pour la consolidation des apprentissages. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en effet des refreshing, c'est-à-dire comment on dit ça, des resetting, d'améliorer l'apprentissage de l'après-midi parce qu'ils sont plus frais. Peut-être que les micro-siestes, ça peut aider pour l'après-midi, mais pour la consolidation de l'apprentissage du matin, ça ne marche pas, les micro-siestes. Il faut un demi-heure minimum. On a donné beaucoup de temps. Nous, on avait 2 heures de sieste. Donc, les enfants arrivaient tranquillement, ils prenaient leur temps, ils se mettaient au calme, etc. Peut-être qu'avec 1 heure, c'est suffisant. Bon, à tester. On a voulu se donner les moyens. Après, voilà, on sait qu'une demi-heure, ça ne suffit pas. Donc, s'il faut faire à la va-vite, ça ne va pas marcher.
il faut qu'on puisse avoir du temps pour qu'ils puissent avoir un sommeil un peu profond quand même. Donc, ça, c'est un aspect important. Une question de Céline. Après, c'est moi qui les pose. Céline, vous pouvez prendre la parole, hein, Céline. Oui, je prends la parole. Bonjour. Juste en mathématiques, on nous avait présenté une recherche, c'était Marie-Caroline Crozet qui nous avait montré cette recherche, que pour travailler, pour mémoriser le nom des formes géométriques, il avait été démontré par un labo que c'était plus intéressant de travailler sur des formes en volume que sur des formes en creux, parce que ça a facilité la construction d'images mentales. Du coup, je me demandais si ça avait été testé aussi sur des lettres. Cette propriété haptique, mais en volume et non pas en creux. Oui, il y a les groupes de Guintas et Florence Barra qui sont, donc lui, il est à Lausanne, non, à Genève. Et elle est en poste de maître de conférence ici en France. Donc, en fait, ils ont montré qu'en fait, un autre relief, c'est mieux qu'un bas relief. En basse relief, apparemment, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est un constat qu'ils ont fait pour les lettres aussi avec l'exploration haptique. Je crois qu'Anaïs est là en commentaire. Oui, je voulais juste, par rapport à ça, ce qui a été dit par rapport à la recherche qui a été menée par Barbara, c'est qu'en fait, quand les lettres sont creuses, les enfants se laissent conduire en fait par la forme. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'ils ont proposée, et que finalement, d'avoir un chemin tracé n'aide pas à établir une représentation en mémoire, alors que en volume, on serait plus amené à... Il y aurait une exploration. Comment ? Ils sont plus actifs. Oui, ils sont plus actifs dans l'exploration et du coup dans la mise en forme de l'image. Et tant que j'ai la parole, je me permets. J'ai vu qu'il y a eu une petite réflexion par rapport à des temps de relaxation après plutôt que la sieste. Et moi, je pense aussi la méditation, peut-être, des choses qui se mettent plus facilement en place. Ça serait pas des pistes à regarder plutôt que alors la sieste. pour la relaxation, une chose que j'aimerais bien tester chez les dyslexiques, l'effet de toujours avant les sessions, d'avoir un petit moment tu vois, soit chez les dyslexiques, soit chez les enfants anxieux. Je pense qu'il faut cibler les choses. Pour la consolidation des mémoires, je crois que c'est vraiment le sommeil qui fait la différence. Mais pour l'anxiété, je pense que là, on a un intérêt à ajouter un aspect, par exemple, des exercices de respiration qui sont assez efficaces. Il peut être intéressant chez les dyslexiques qui ont développé des anxiétés vis-à-vis du matériel écrit. On pourrait imaginer d'avoir des interventions où on ajoute un petit temps de respiration avant l'intervention pour voir s'il y a un effet synergique. C'est comme on a fait avec les sommeils et l'entraînement multimodal. Je pense qu'il y a des recherches qu'on peut combiner des choses et avoir des effets synergiques, des interactions entre les deux composants. Et là, je crois que c'est intéressant, mais je crois qu'il faut cibler les enfants qui ont de l'anxiété, pas à tout le monde. Alors, il y a Laure Reboul qui a mis un long commentaire, enfin, assez dense sur le chat. Laure, vous voulez prendre la parole? Circo de Saint-Barnabé. Saint-Barnabé. Allô? Non? Activé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, moi, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est pourquoi focaliser en maternelle, pourquoi focaliser sur un apprentissage qui, pour moi, est finalement précoce sur la distinction des lettres en miroir, sachant que les lettres se développent
une zone du cerveau qui est spécialisée justement dans la reconnaissance en miroir et que effectivement, on va attirer l'attention des élèves sur le fait que, par exemple, B et D sont différentes et qu'on va passer par d'autres modalités comme l'écriture, par exemple, qui va permettre de mieux les différencier. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi il faut absolument, ou alors j'ai peut-être pas compris le sens de l'intervention, mais pourquoi focaliser sur le fait qu'on veuille absolument que les élèves différencient ces lettres dès la maternelle. Merci pour la question, c'est important. En fait, tout simplement parce qu'ils lisent 2 fois plus vite. Une fois qu'on a réglé les problèmes. En fait, c'est un frein à la fluidité de lecture. Ça fluidifie la lecture dans le sens où on va reconnaître les lettres de façon plus rapide. Parce qu'en fait, je n'ai pas dit, mais une fois qu'on a réglé ce problème pour les lettres miroirs, on a juste utilisé les lettres miroirs pendant l'entraînement. Mais on voit en effet des généralisations de la bonne discrimination des lettres pour les lettres qui ne sont pas en miroir, mais qui sont asymétriques. C'est-à-dire, par exemple, le F script, il est en orientation, le C, il est en orientation. Et donc, toutes les lettres vont finalement bénéficier, toutes les lettres asymétriques, peut-être pas les lettres symétriques, comme les X, mais toutes les lettres asymétriques vont bénéficier de ces discriminations miroirs. Donc, l'entraînement, il est focalisé sur les lettres miroirs, mais il s'y généralise à beaucoup d'autres lettres. Et donc, l'argument le plus fort que je peux vous proposer, c'est que les enfants ils lisent 2 fois plus vite à répliquer ces résultats. Et moi, je pense que c'est un coup de pouce qui n'est pas négligeable, surtout pour les enfants en difficulté ou socio-économique défavorisés. Parce qu'on sait que eux, tous les coups de pouce qu'on va apporter, c'est utile pour s'attacher à la lecture. Parce qu'une fois qu'ils se décrochent voilà, il y a toute la boucle spirale, je suis nul à ces trucs, je ne m'intéresse pas, je préfère d'autres choses. Bon, voilà, tous les coups de pouce qu'on peut ajouter, voilà, c'est pas les trucs miracles, ce n'est pas les trucs c'est juste efficace de faire ça parce qu'on règle un problème ciblé et on va accélérer l'apprentissage de la lecture qui est quand même critique. Alors, j'entends ce que vous dites en termes de leur donner un coup de pouce, mais je reste quand même sur un questionnement qui est au niveau de la maternelle. Est-ce que on est quand même sur le principe alphabétique, c'est-à-dire que on n'attend pas des élèves qu'ils connaissent toutes les correspondances graphophoniques, mais qu'ils en connaissent certaines en se disant qu'après, en élémentaire, ils vont voir le code alphabétique et que les connaissances qu'ils ont déjà, ils vont pouvoir les transférer après, c'est-à-dire que comprendre qu'une lettre correspond à un son, après, ils vont les découvrir. Et justement, est-ce que l'idée, pour qu'ils aient confiance et qu'ils comprennent qu'ils en sont capables, c'est peut-être pas forcément d'aller vers ces lettres-là, qui sont peut-être justement source de difficultés. En me disant que ce que vous proposez, je trouve que dire que c'est un problème, je suis pas, j'arrive pas à comprendre que c'est un problème. C'est-à-dire que pour moi, c'est naturel. De par le fait que c'est dans une zone qui est spécialisée là-dedans et que ça peut devenir un problème et qu'effectivement, à ce moment-là, avant que ce soit vraiment compliqué pour les enfants, on peut faire une intervention massée, j'ai envie de dire. Peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait, vous avez raison, c'est naturel. Alors, ce n'est pas, c'est un problème inhérent au système visuel. C'est un problème parce qu'on a créé les lettres miroirs, parce que les lettres ont une orientation fixe. Si on avait créé des lettres qui soient purement symétriques, on n'aurait pas ce problème. Mais ce n'est pas le cas. Dans notre alphabet latin, on a des lettres qui ont une orientation fixe, parce que c'est toujours, on sait, c'est toujours comme ça. Donc,
ça crée une difficulté, si vous ne voulez pas appeler un problème, ça crée une difficulté supplémentaire qui, si on peut régler cette difficulté, ça facilite les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut créer toutes les correspondances graphème-phonème en maternelle. Je ne dis pas ça. Même ce que j'ai dit, c'est que quand on fait ça au CP, ça marche. Au CP, c'est efficace. Au CP, ça vaut la peine. Ce que j'ai envie de tester maintenant, c'est de voir si en maternelle, ça peut être efficace aussi et ça peut être même plus intéressant parce qu'ils ont plus de plasticité cérébrale. Peut-être que les choses sont faites plus vite. Donc, de façon préventive, parce qu'au moment qu'ils vont aller au CP, peut-être que ça va être déjà naturellement plus facile. Ils ont réglé cette question, ça va être plus fluide. Donc, à tester. Je ne dis pas encore que c'est la bonne chose à faire en maternelle, hein, s'il vous plaît. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, il nous reste encore peut-être des commentaires ou des questions. Alors, la dernière, Philippe, sur le sommeil comme un simple levier pédagogique. Vous voulez prendre la parole? Je ne sais pas quel est le sens qui est utilisé. Je lui demande juste de prendre la parole, Philippe. Voilà, s'il veut formuler juste sa question. Je pense que ça peut être en effet générique, avec des effets généraux qui ne soient pas seulement dans les cas qu'on a utilisés comme notre entraînement, mais ça peut être quelque chose qui devait être mieux considéré comme un outil physiologique d'apprentissage non négligeable. Il y a des effets majeurs. Je ne vais pas montrer tous les effets. Hein. Je pourrais vous montrer un peu mieux, mais les effets sont massifs. C'est vraiment, ça change tout d'avoir le sommeil après l'entraînement. Tous les enfants apprennent, hein, mais l'effet n'est pas le même. D'accord, très bien. D'autres interventions peut-être là, il y en a une que j'ai pas mise en évidence ou pas là. Sophie de Salon. Sophie Beleg. Voilà, peut-être. Vous voulez prendre la parole? Non. Il me semblait que les préconisations en lecture étaient de ne pas étudier ces lettres conjointement. Commentaire de Sophie Beleg. Oui, ça y est, j'ai trouvé comment. Voilà. J'étais en panique, je ne trouvais plus l'icône. Non, voilà, justement, il me semblait que depuis quelques années, on avait cette préconisation, surtout en maternelle hein, et en début de CP, de ne pas travailler les lettres B, D, P, Q, de les travailler même éloignées les unes des autres et de les travailler conjointement à partir du CE1. Donc, et ça a l'air d'aller à l'encontre de ce que j'ai pu entendre et cru comprendre alors. Donc, je voulais un avis là-dessus. Notre recherche montre qu'il vaut mieux de confronter les deux. Justement, l'entraînement qu'on faisait, c'était de confronter les deux lettres miroirs. Donc, à chaque entraînement, on prenait juste un paire de lettres miroirs, disons B et D. Et le but du jeu, c'est de dire à chaque fois, si on dessine la main, c'était en B, en D. Ah, B, D. Dessine dans l'air les lettres, de façon qu'ils soient incrustées aussi dans l'air, avec un papier. Donc, tout le but du jeu, c'était de distinguer les deux lettres. C'était que ça. Et en fait, la logique, c'était on va affronter les problèmes une fois pour toutes d'en face. On va essayer de distinguer les deux. Voilà. Donc, moi, je pense peut-être qu'il s'était proposé ce type de recommandations justement parce qu'ils sont des lettres compliquées. Alors, elles sont compliquées parce qu'il y a cette question visuelle. Donc, si on veut, alors, dans quel ordre, si on parle des maternelles, ça c'est une autre histoire. Dans quel ordre, comment, quand il faut attaquer les problèmes, c'est une question. Mais en CP, une fois qu'on va faire
tous les correspondances graphème-phonème, moi, je pense qu'il faut les confronter directement. De toute façon, on ne va pas pouvoir attendre la fin du CP ou le début du CE1 à introduire. Après, le bon sens veut qu'on ne va jamais, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aux planifications des activités pédagogiques, on va essayer de ne pas mettre l'enfant en échec. Si on prépare un exercice ou on met BD ensemble, juste parce que sans réfléchir, ce sera donc, dans l'introduction de ces correspondances, évidemment, on va essayer de le séparer. C'est le bon sens qui le dit. Après, donc, du coup, c'est parfaitement compatible avec ce qu'a dit Philippe. On peut donc du coup très bien travailler une séquence avec des outils comme l'écriture, où il y a un sens dans l'écriture, ça les désambiguise, et on fait une leçon exprès là-dessus. Donc ça permet évidemment, ça s'appelle en anglais l'apprentissage des discrimination learning, donc qui est positif. Hein. Donc, il ne faut pas sous-estimer les capacités du cerveau. On n'aura pas le luxe de se dire on ne va pas faire BD jusqu'au début du C1. Ils sont trop fréquents. On en a besoin. Dans des mots, il ne faut surtout pas attendre. Il ne faut pas imaginer qu'on n'a pas le droit de les mettre ensemble dans l'heure qui suit parce que le cerveau… Non, il faut qu'on donne des outils pour les discriminer. Et d'ailleurs, en parenthèse, ils sont difficiles aussi sur le plan phonétique. Ils sont disparus par un seul trait phonétique. Donc, il y a une double pénalité pour ces mots, pour les enfants dyslexiques. C'est pour ça, parfois, on ne sait pas trop d'où est la difficulté. Est-ce qu'elle est purement visuelle ou est-ce qu'il y a une partie aussi discriminative phonétique? Et donc, les deux ensemble… Justement, c'est pour ça que c'est important d'ajouter les autres systèmes, l'écriture tactile, qui est un truc qui n'est pas traditionnel, d'autres systèmes qui peuvent apporter la distinction beaucoup plus claire que les systèmes auditifs, justement. Voilà. Et aussi, là-dessus, en travaillant avec les lettres majuscules, on n'a pas ce problème pour B et D. Donc, il y a aussi des astuces de cette sorte-là. Et comme on a un expert chez nous qui travaille dessus, donc profitez pour avancer un peu sur ce dossier, parce que ça peut être effectivement quelque chose d'assez intéressant à mettre en place. Et donc, l'idée je reprends l'argument qui a été évoqué, c'est vrai qu'il faut faire attention avec le maternel. Donc, il ne s'agit effectivement pas du tout d'introduire tous les lettres au début, mais peut-être réfléchir à un mini-exemple, parce que l'invariance est utile dans le système visuel. On veut un tigre qui vient de droite ou de gauche, ça reste un tigre, et ça, on ne veut pas le changer par un entraînement. En revanche, dans le domaine des lettres, ce que dit Philippe, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit entraînement spécifique qui les prépare et on gagne du temps? C'est ça un peu l'idée. Est-ce qu'il faut le faire en petite section? Je suis un peu dubitatif, mais je pense en grande section maternelle sur pareil, quelque chose de bien construit, assez ciblé, dans une durée limitée, bien structurée. Ça peut être intéressant. Encore faut-il montrer que ça a des effets qu'on attend. Et c'est réplicable ailleurs. Donc, tout ce qu'on fait, par exemple, je répète un peu ce que j'ai dit, il faut que les recherches qu'on mène, ils ne sont pas anecdotiques. On peut juste tester des petites choses dans une classe et après, on s'arrête là. Donc, il faut que ce soit, on passe à un niveau où ce soit reproductible. Une fois on a montré que c'est efficace, qu'on a aussi quelque chose qu'on peut transmettre. Que ça marche à Lyon, ça marche à Paris, ça marche à Lille. Donc, que c'est reproductible ailleurs. Parce que sinon, c'est sympa de travailler avec une classe et on voit qu'il y a du progrès. Et après, on arrête au bout de 2 ans. Il faut qu'on montre l'efficacité et que ce soit reproductible après. Donc, ça, c'est le rôle d'un démonstrateur. Et donc, là, les enjeux, là, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce serait de tester ce dispositif et de le formaliser en grande section de maternelle, plutôt éducation prioritaire renforcée pour prévenir la difficulté, avec deux groupes différents, un en EP et un hors EP. Alors, j'imaginais que ça peut être plus bénéfique pour les enfants en grande section non REP, mais peut-être plus bénéfique pour les enfants en CP REP. D'accord. Vous voyez, donc dans l'idéal, ça c'est même d'avoir
un grande section REP et non-REP et un CP REP non-REP. Ça, c'est déjà ça. Après, j'ai entendu qu'il y a des écoles qui ont des systèmes de sieste, même en moyenne section. Donc, ça, en milieu ou en fin des moyennes sections, on pourrait imaginer de faire des choses aussi, parce que peut-être qu'on pourrait profiter des siestes, justement, ça accélère les choses. Juste pour vous montrer ici. Donc, quand on teste, ici, c'est les taux d'erreur. Ici, c'est la première réplique. Joe a parlé de l'importance de répliquer les résultats. Nous, on a eu 3 répliques à l'intérieur de notre étude. Donc, ça, c'est la première, c'est la deuxième, la troisième réplique. Et on voit que les baselines elles sont équivalentes. Et ensuite, les groupes qui n'avaient pas de sieste immédiatement après l'entraînement, il est pratiquement si bon que les groupes de sieste. Mais à long terme, ils commencent à perdre l'effet. On voit mieux ici dans la deuxième réplique qu'il y avait plus de participants. Il est en perte. Donc, même s'ils apprennent, et après, ça ne se consolide pas à long terme. La même chose ici. Donc, c'est juste pour vous dire l'importance du sommeil et comme adjuvante de cet apprentissage. Donc, par contre, le sommeil sans l'entraînement, ça n'aidait pas à l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est vraiment l'entraînement, mais qui est consolidé par le sommeil. Et donc, oui, l'idée, c'est ça, c'est REP, non-REP, grande section, CP, et peut-être même moyenne section si on a la possibilité de sieste. C'est un peu ça le... Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Le message, je pense, a été entendu. Ça a soulevé des débats et beaucoup d'intérêt, je pense. Je te laisse la parole, Cathy. On va clôturer ce séminaire académique. Donc, merci Anaïs Kona et Felipe Pegado pour votre témoignage de votre recherche sur le terrain. Je pense que l'intérêt de cet après-midi est multiple. Les référents français ont bien pris note qu'ils pouvaient solliciter l'apport de la recherche pour faire suivre une constellation et enrichir la réflexion d'une constellation. Donc ça, je crois que c'était essentiel. Les modalités ont été présentées par Vincent et par Johannes. Donc voilà, je crois que on voulait une proximité entre la recherche et le terrain, et je pense que les référents français sont les porteurs de cette modalité de travail.